fantastique et mystique ou spiritualité pour, voilà, pour rester un peu dans le cœur du débat et de cette discussion. Je disais tout à l'heure que le fantastique, ça pouvait être une porte vraiment sur une autre vision du monde qui l'agrandisse, voilà, vers des possibles, des mondes possibles. Moi, j'ai intégré, notamment dans le travail d'un scénario coécrit avec Bruno Bard, un polar métaphysique, la notion d'une ouverture du fantastique sur voilà, un roman policier, une histoire policière, une enquête avec des anges qui intervenaient. Donc la question qui se posait là, c'était comment finalement ces anges pouvaient représenter des parts de l'humanité. Qu'est-ce qu'elles pouvaient venir nous dire sur nous-mêmes et comment finalement, au fur et à mesure de l'histoire, l'enquête policière devient une enquête sur notre propre nature qui était divine. Donc je donne cet exemple pour que voilà, ça soit plus parlant et pour montrer comment le fantastique peut ouvrir sur cette spiritualité qui finalement est le monde de l'esprit, non pas que de la matière comme je disais tout à l'heure, et bien évidemment à la mystique. Alors, juste pour restituer, pour répondre à votre question, la mystique, c'est une famille spirituelle qui fait partie du grand monde de la spiritualité. Donc je disais finalement de cette sensibilité à ce qui n'est pas la matière, hein, de manière très très large. Et alors il y a la définition théologique qui dit simplement que la voie mystique, c'est une recherche de l'union de l'âme avec Dieu. Et concrètement, voilà, pour être vraiment parler d'expérience, parce que bon, la définition théologique ne parle pas à tout le monde forcément, eh bien c'est comment on s'ouvre à une dimension intérieure qui finalement humaine, et comment on va faire le chemin vers le soi intérieur, notre être intérieur. Moi j'appelle ça par exemple une présence intérieure, certains vont appeler ça Dieu. Les Cheyennes ont un très joli mot pour parler de cette part intérieure qui est l'orenda, avec un L apostrophe. C'est cette part, cette flamme divine qui brûle en nous. Et le mystique va faire ce chemin de dépouillement pour essayer de se désidentifier de son identité, de qui il est, de qui il croit être, un nom, un prénom, une fonction, une position dans sa famille, père, mère, fille, sœur, frère. Et comment à un moment donné, en se désidentifiant, on comprend qu'on est aussi fait de cette part immatérielle et divine. Et comment finalement, au long de ce chemin, on unifie ces parts en nous, cette présence en nous avec qui l'on est. Et comment on crée dans le monde avec ça. Donc la question pour moi, parce que ça c'est une définition voilà, qui peut toucher ou pas, c'est au bout du compte, comment on se rencontre. On rentre dans l'altérité avec soi-même et finalement comment on va rentrer dans l'altérité avec l'autre. Là c'est ça le but. Juste petit paramètre strictement historique, à quand remontent, on va dire, les rudiments de la mystique telle qu'on l'a définie ainsi à peu près second siècle après Jésus-Christ. Voilà, la mystique, ça vient du mot mystère. Donc voilà, ce mystère, c'est cette part du réel qu'on ne pourra jamais appréhender. On peut le tourner dans tous les sens, avec tous les genres que l'on veut, et l'art à essayer, c'est essayer à traduire, à montrer ses visions, à les exprimer ou à les faire ressentir à un lecteur. Mais disons que la mystique, ce mystère, c'est toujours cette part du réel qu'on n'arrivera jamais à appréhender. Et pour autant, qui est peut-être plus réel que le réel lui-même. Puisqu'en fait, le réel, c'est toujours notre projection de la réalité. On vit, le réel, c'est au fond comment notre mental, avec notre éducation, qui l'on croit être. En fait, on se fait un film quelque part. Il y a le film de notre vie. Et en quoi, justement, je pose la question de manière un petit peu naïve, la mystique, telle que justement vous l'avez définie, a-t-elle été une matrice d'écrits et d'images à proprement parler? Parce qu'elle peut sembler très abstraite, mais aussi dans des représentations bien concrètes. Oui, oui. Alors, dans mon cas, c'est une sensibilité, la mystique. C'est vraiment cette sensibilité à un invisible, hein, à une part immatérielle, ce mystère. Et pour moi, donc, c'est une expérience, l'écriture qui rejoint chez moi la création, et avec mon co-auteur aussi, c'était comment on crée à partir de cette sensibilité et comment finalement on offre à l'autre, puisque écrire un scénario, ce n'est pas garder pour soi, écrire un livre, c'est pareil, c'est toujours offrir, c'est toujours dans cette idée d'altérité. Qu'est-ce qu'on va proposer à l'autre? Quel miroir on va lui tendre pour qu'il puisse se reconnaître? Moi, je dis toujours dans mon travail que je montre la porte visible de l'invisible. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est à cet endroit-là que je situe la création. Voilà.
je monte cette porte, et après, à chacun ou pas de la franchir, parce que bien évidemment, il y a une liberté d'y répondre ou pas. Et après, de l'autre côté de la porte, d'y trouver soit des démons, comme on peut trouver dans le genre fantastique, soit des anges, soit d'aller encore un peu plus loin que ces représentations, et de se rapprocher du mystère. Alors vous avez utilisé le mot invisible, justement c'est ce qui était au cœur du projet de Bernard Werber avec le roman qui lui a permis d'être immédiatement découvert par un très large public avec un immense succès et la postérité qu'on connaît que sont les fourmis. Justement, Bernard, quand vous vous êtes lancé dans cette entreprise incroyable qui est dans les fourmis, succès international incroyable et qui est vraiment lu déjà par plusieurs générations, est-ce que pour vous, au cœur de ce projet, il y avait cette possibilité de dire, de raconter une vérité qu'on ne pouvait pas forcément montrer à l'écran? Est-ce que la littérature, justement, était un moyen de l'emporter d'une certaine manière sur l'image? Alors, je dois t'avouer que dès que j'ai écrit, je pensais le mettre à l'écran. Et donc, j'ai tout pensé en me disant comment ça va se transformer en film, ce qui n'a jamais été le cas. Est-ce que c'est peut-être aussi pour ça que le livre a plu à ce point? Peut-être, mais moi, j'ai une formation de scénariste. Et quelque part, je me définis plus comme un raconteur d'histoire, comme un romancier. Je suis romancier tout simplement parce que je ne suis pas arrivé à trouver un producteur qui arrive à monter un financement pour adapter mes romans en scénario. Donc je me dis, je ne vais pas rester 10 ans, 30 ans à attendre que quelqu'un arrive à monter Les Fourmis, je vais passer à un autre livre. Mais j'ai toujours pensé, non seulement je pense en film, mais par exemple sur le cas des Fourmis, je storyboardais les scènes de bataille. Et je storyboardais les scènes de bataille tout simplement parce qu'avec des mots, on peut donner des valeurs de plan. Vous pouvez faire un gros plan. Il y a une histoire que je trouve qui est parfaite là-dessus, c'est Duel de Richard Matheson, dans lequel on voit que tout le film de Spielberg est déjà dans la nouvelle. Par exemple, il met la main, tourne la clé, donc ça c'est un plan serré. Après, il regarde dans le rétroviseur et il voit le camion qui arrive, c'est un plan large. Et puis après, avec les mots, vous pouvez mettre dans la tête du lecteur des valeurs de plan et des cadrages. Et moi, je sais que j'ai fait un travail sur les cadrages et j'ai fait un travail aussi sur les lumières. Donc toutes ces choses-là, pour moi, c'est des choses qui viennent du cinéma, mais qui permettent de faire une littérature d'image. Et quand j'écris, je ne fais juste que décrire les images. Je pense qu'il y a certains auteurs qui travaillent en musique, enfin, je travaille en musique, mais qui travaillent sur la musique des mots. C'est-à-dire qu'au moment où ils écrivent, ils sont en train de chanter tout l'enchaînement des mots. Moi, je suis en train de voir les images. Et l'avantage des images, c'est que c'est international, alors que les mots, c'est pas international. Si vous faites des longues phrases en français, et si vous faites du vocabulaire compliqué, il y a moins de chances que vous soyez traduit à l'étranger. Et si vous êtes traduit, il y a de fortes chances que vous soyez trahi. Parce que précisément, les tournures étant compliquées, sont casse-gueule. Par contre, quand vous mettez sujet, verbe, complément, et que vous êtes tout le temps dans les couleurs, les sensations, le descriptif, les valeurs de plan, quelque part, vous facilitez déjà le travail du traducteur et vous savez que ça va pouvoir toucher l'international. Donc moi, je pense toujours film. Après, c'est les mots qui me servent à faire le film sur le livre qui va faire le film dans la tête du lecteur. Mais je vais reprendre aussi la vision de Bernard. Moi, je crois qu'un roman, en fait, c'est 50% l'auteur, 50% le lecteur. Et le lecteur, il va voir des choses dans le livre qui n'y sont peut-être même pas. Et on joue, il avait une référence à Lovecraft, on joue avec l'imaginaire du lecteur. Moi je sais que par exemple dans Les Fourmis, il y a une scène où les personnages descendent d'un escalier en collimation et chaque fois qu'ils descendent, ils voient ressurgir leur passé. Et un lecteur m'a dit, moi j'ai adoré la scène avec le cerf-volant sur la plage. Et il n'y a pas de scène dans le cerf-volant dans mon roman. Et j'ai compris qu'en utilisant l'image psychanalytique de on descend en spirale vers son inconscient, il y a des images de son propre inconscient qui ont surgi à la lecture du livre. Et ça, c'est l'idéal. Tout à l'heure, il parlait aussi de la suggestion. C'est tout le pouvoir de... On va utiliser l'imaginaire du lecteur et on va obtenir dans la tête du lecteur des images de son propre univers culturel, de son propre passé. Mais de toute façon, tout à l'heure, je disais 50% de l'auteur, 50% du lecteur. Il faut voir une chose. Un livre force le lecteur à devenir réalisateur de cinéma. Le lecteur va faire le casting, c'est lui qui choisit les visages des personnages. Il va faire la vitesse, donc il va faire le montage. Après tout, on peut lire très vite ou on peut lire très lentement, donc ça va définir ça. Il va faire la musique. Est-ce qu'il lui-même il entend un fond ou est-ce qu'il se joue lui-même une musique? Il va faire les éclairages.
en fait, il va faire tout le travail du réalisateur. Et c'est pour ça que le cinéma, en fait, rend le lecteur plus feignant, parce qu'il impose un rythme, un casting, des couleurs, et vous êtes juste là à subir le choix du réalisateur. Alors que le livre va rendre intelligent. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important de rendre les jeunes, de la faire lire aux jeunes, parce que ça les transforme en futurs réalisateurs qui viendront après présenter leur film à Gérard May dans le domaine du fantastique. D'ailleurs, je crois qu'il y a certains jeunes qui sont venus ici au tout début et qui, depuis, sont devenus réalisateurs. Je crois qu'il y a un film, le dernier, c'est un type c'est un jeune ado fan qui, ça peut-être Bruno, tu peux nous le confirmer, c'est un ado fan qui a fini par faire son propre film. La suite va nous être présentée en fin de compétition. Donc, ce qui montre bien que peut-être dans ce public, il y a des gens qui, en nous écoutant, vont avoir envie de faire des films ou peut-être des romans. Alors que vous soyez auteur ou lecteur, on se retrouve toujours face à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'une scène marche dans notre présentation, dans notre tête ou pas, parfois justement, lorsque vous êtes en train de faire votre film dans votre tête, quand il s'agit de fantastique, qu'est-ce qui fait qu'une scène est crédible ou pas? Et c'est une question qui vaut pour vous tous. Vu que tu me regardes, mais je vais te dire une chose. On a quand même une petite supériorité sur le cinéma, c'est que le cinéma, c'est que deux sens. Les oreilles et les yeux. Et à l'écrit, on peut ajouter les odeurs, le goût et le toucher. Vous pouvez dire le personnage évoluait dans un décor qui sentait l'eucalyptus. Vous ne pouvez pas le montrer à l'écran. Vous pouvez dire au moment où il mangea tel aliment, il eut un arrière-goût de réglisse. Vous ne pouvez pas le montrer à l'écran. Donc on peut toucher les sens, on peut toucher, on peut obtenir l'émotion, puisque tout ce qu'on recherche, c'est créer des émotions, en ajoutant des sens que n'apporte pas le cinéma. Et donc, au moment où je fais une scène où je veux vraiment que les gens soient impliqués et qu'ils ressentent les choses, je vais rajouter les cinq sens. Et des choses comme les frissons, c'est très difficile de montrer un frisson à l'écran. Parce que dans l'écran, tout se passe par les yeux. Mais on n'a pas les poils qui se redressent, on n'a pas les tremblements. Donc il faut décrire ça et jouer sur les petits plus. Puis on a un autre avantage par rapport au cinéma, c'est quand même qu'on a tous les cascadeurs, plus les effets spéciaux à l'infini, alors que quand on tourne, on est toujours limité, on dit attends, ça c'est trop cher, ça la cascade, tu vas pas cousiner une bagnole aussi pour ton film, voilà. Donc on a nos limites et puis on a les cinq sens. Audrey? Alors, moi je suis très aussi fervente lectrice et j'aime beaucoup la littérature dans tous ces genres. Je trouve un peu dur quand même. Je pense que le cinéma, qui n'offre peut-être pas, comme tu disais, cette suggestion pour les sens, et qu'en effet l'auteur se recrée un monde, et que finalement à la lecture d'un même roman, par exemple, on pourrait avoir, c'est un peu comme une recette de cuisine, hein, chacun va faire la même recette, on n'aura pas forcément le même gâteau. Et ben c'est pareil pour cette lecture, on va se faire un film différent dans notre tête. Mais quand même, le cinéma peut tout à fait offrir une esthétique et proposer finalement au sens de la vue et de l'écoute quelque chose de beau, travailler sur la beauté et offrir ça, ce que n'offre pas le roman, ou alors différemment, puisqu'on sera encore enfermé dans notre propre vision, nos propres projections. Donc voilà, je voulais faire la part belle au cinéma. Oui, je reconnais une chose, qu'on obtient plus facilement une émotion directe avec par exemple de la musique qu'avec des mots. C'est évident. La musique, moi j'utilise par exemple la musique du film Dune, de l'ancienne version. Dès que j'entends ça, on vibre. C'est beaucoup plus facile de provoquer une émotion. Mais elle n'est pas complète, elle est que sur le sens de Louis. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bernard Régnier? On a abordé plusieurs thèmes en même temps, donc c'est compliqué de répondre. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Bernard concernant le lecteur et le spectateur. Le spectateur qui est plus paresseux que le lecteur. En fait, il y a une grande différence entre regarder un film ou une série télé et lire un livre. C'est qu'on est beaucoup plus actif quand on lit. Alors ça ne va pas plaire évidemment à Paul Salomé, mais quand on regarde un film, on reçoit des sons, on reçoit des images, Bernard l'a dit, mais finalement on est assez passif. On ne répond à ça que par des émotions. Comme on l'a dit, le bouquin, on n'est pas Balzac, on ne peut pas mettre tous les détails du décor, tous les détails du personnage.
On évite évidemment d'écrire le personnage de Petit en cap, parce que sinon ça devient insupportable. Il y a bien longtemps qu'on fait plus ça. Donc en fait, on laisse beaucoup de boulot au lecteur, on l'a dit, c'est le lecteur qui va combler tous les petits blancs du livre, et donc ce travail, la lecture finalement, c'est une des activités culturelles les plus interactives. Pour moi, le lecteur, c'est ce qu'a dit Bernard dit 50-50, moi pour moi je dis que le lecteur est co-auteur du livre. Il y a autant de versions du livre qu'il y a de lecteurs. C'est pas exactement la même chose quand on regarde un film. Quand on regarde effectivement une interprétation, mais malgré tout, on a vu tous le même film. On ne lit pas tous le même livre. Chacun apporte quelque chose au livre quand il lit, parce que moi je me souviens d'une scène, par exemple, où l'auteur m'explique que le personnage rentre dans une maison et tourne à gauche, et moi je me suis déjà fait mon film, j'ai déjà ma maison en tête, et ben même si l'auteur me dit il tourne à gauche, moi je vais tourner à droite. Et on a tous vécu ça. Et on ne peut pas s'empêcher de voir, ou bien le personnage est blanc, ben nous on a envie qu'il soit blanc, et tout d'un coup on le voit blanc, alors que l'auteur... Donc on s'approprie le livre, on le fait sien, et ça c'est cette interactivité, cette participation de la lecture. La lecture est quelque chose d'extrêmement participatif. Donc ça c'est intéressant de jouer avec ça, de laisser ce travail au lecteur. Quant au fait qu'une scène est réussie et crédible, il y a une chose qui est commune au cinéma et à la littérature, c'est ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. On va proposer une histoire au lecteur ou au spectateur, et on sait qu'on peut aller, Cocteau disait, le tact c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Mais là c'est pareil, on sait qu'il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser, sinon ce pacte entre le spectateur et le réalisateur, ou ce pacte entre le lecteur et l'auteur se brise, s'effondre. On sait qu'on peut lui proposer un cheval accroché en haut d'un téléphérique à 2000 mètres d'altitude, parce qu'à la limite c'est possible, même si c'est quand même assez peu vraisemblable que ça arrive un jour. Mais il y a un moment où le lecteur va dire non, là je ne suis plus, ou le spectateur non, là je ne suis plus parce que ça n'est pas possible. Donc et après il y a autre chose qui est tout à fait différent, que moi je travaille beaucoup avec mes romans parce que c'est des romans qui sont très documentés. Il y a tout un travail de documentation en amont du livre. Je peux vous assurer que j'ai vu les documents de travail et les dossiers de Bernard Minet, c'est assez impressionnant. Et donc je vais aussi à la rencontre, là je vais reprendre mon personnage de Lucia Guerrero, qui est une enquêtrice espagnole. J'ai été dans le service de Lucia Guerrero, qui est au service d'élite de la Guardia Civile à Madrid. J'ai rencontré ses collègues, entre guillemets. Je fais tout ce travail en amont. Et au fond, les romans sont comme un iceberg. C'est-à-dire que pour que ça soit crédible, comme tu dis, toutes les scènes du roman, finalement, il y a la partie émergée de l'iceberg, qui est ce que les lecteurs vont lire, qui est le livre tel qu'il va être publié, et il y a tout ce qui est en dessous de la surface, qui est le travail que nous autres auteurs on a fait, toute la documentation. Évidemment, on ne peut pas mettre dans le livre, mais malgré tout, ça permet à l'iceberg de flotter, et malgré tout, le lecteur sent bien que ça existe, que c'est quelque part, et c'est ça qui lui fait croire en l'histoire qu'on lui propose. Là, je vais me tourner vers Jean-Paul Salomé. Vous avez donc adapté plusieurs ouvrages, encore une fois, mais bon, ça signifie que vous en avez lu beaucoup d'autres. Vous est-il arrivé dans votre parcours de vous passionner pour un roman, de vous dire ça ferait un film formidable, et de renoncer finalement en disant cette scène clé, je ne peux pas l'adapter, ou cet élément-là, je ne pourrais pas le porter à l'écran? J'ai adapté tous les livres que j'ai lus. Tout simplement. J'en ai pas lu beaucoup. Non, mais je blague à peine. Non, sauf un roman anglais qui s'appelle La Dame en blanc, de Wilkie Collins, et que j'ai lu il y a très longtemps, et tout de suite je me suis dit, une histoire formidable, un film formidable, je voyais même les comédiennes, et puis j'ai une fois, 2 fois, 3 fois essayé, et j'ai renoncé, parce que je pense que c'est très compliqué à adapter. Mais les autres fois, c'est des choses qui, sans revenir à Belphégor Arsène Lupin, qui ont été un peu des hasards. La Daronne, on m'a envoyé le livre, je l'ai lu, et au bout de 5 pages, je me disais, il y a une histoire, il y a un film, et il y a Isabelle Huppert dedans. Donc voilà, je me suis lancé dans La Daronne, et sur La Syndicaliste, qui est pas un roman, mais qui est une enquête journalistique, mais qui est un livre, écrit par une grande journaliste d'investigation. C'était pareil, donc voilà. Mais il y a peu, après, oui, il y a des fois des romans, parce que vous vous dites, tiens, il y a quelque chose, et puis vous apprenez que les droits sont pris, donc vous n'avez pas commencé à travailler dessus, parce que sinon ça ne marche pas. Mais ça, c'est autre chose, c'est le cadre, je dirais, juridique. Mais en fait, non, le seul roman, c'est ça, la Dame en blanc, que j'ai... Qui est en plus qui était dans le domaine, donc que je pouvais tout à fait adapter, mais l'ampleur de la tâche m'a un
peu refroidi, quoi. Voilà. Je vais rester avec vous parce qu'on s'attarde véritablement sur ces deux films qui sont Belphégor et Arsène Lupin, qui sont deux cas d'école de l'adaptation. Vous vous êtes adapté à, j'allais dire, deux monstres sacrés qui, encore une fois, avaient déjà une imagerie très forte. Arsène Lupin, encore une fois, dans l'imaginaire collectif, avait déjà des représentations très fortes. Et on sait que le mot imaginaire, évidemment, il prend bien des sens, notamment dans la culture fantastique. Belphégor, c'est pareil. Justement, pour le cinéaste, comment on prend en compte la connaissance du spectateur de tout cet imaginaire préexistant pour proposer autre chose, mais qui soit malgré tout crédible pour celui qui va le regarder? C'est ça qui est difficile, et c'est ça où il faut une part d'inconscience, parce que sinon je pense que je ne l'aurais pas fait. Parce que Arsène Lupin, c'était justement aussi se dire, voilà, je repars, je fais abstraction de la série télé pour retourner aux racines du personnage qui n'a jamais été traité dans la série avec Georges Descrières. Donc c'était une manière de contourner cet élément-là. En même temps, je pense qu'à chaque fois, j'ai sous-estimé le poids de la télévision et le poids de la série qui tue en fait la littérature pour ces cas-là, dans ces cas-là. Arsène Lupin, pour les gens, c'est une série télé avec Georges Descrières. Très peu de gens se disent Arsène Lupin, c'est l'œuvre de Maurice Leblanc. Donc à partir de là, vous attaquez à une espèce d'adaptation qui est déjà très libre et très adaptée. Et si vous revenez au roman, on vous dit que vous avez trahi le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu un cercle vicieux, mais que je ne regrette pas d'avoir fait, mais en tout cas qui était compliqué. Et je pense que j'en avais pas mesuré toute la difficulté à l'époque où je les ai faits. Mais pour moi, c'était du cinéma, c'était raconter des histoires, c'était raconter ce personnage de jeune. Je me souviens que quand Arsène Lupin, on travaillait dessus, moi, il y a des gens qui relisaient des livres, moi je revois des films, je fais du cinéma, et il y avait un film particulièrement qui nous servait de référence. On a travaillé le scénario avec Laurent Vachaud, qui est un ami de Bernard Werner, et Laurent était un grand spécialiste d'Arsène Lupin, ce que je n'étais pas forcément à l'époque. Donc il me ramenait beaucoup à l'œuvre de Maurice Leblanc. Et moi, il y avait un film que j'aimais beaucoup, qui était le film de Louis Malle, qui s'appelait Le Voleur, avec Jean-Paul Belmondo. Et qui est finalement racontait un peu la genèse comme ça d'un grand voleur au XIXe siècle. Et il y avait, voilà, c'était des racines qu'on aimait bien. Je me souviens même qu'on avait remis un dialogue, je crois, qui était issu de... Je crois que c'est Le Samouraï, où il disait à un moment, je ne perds jamais tout à fait, qui était en fait Alain Delon qui disait ça dans une réplique du Samouraï qu'on a remis dans la bouche de Romain Duris. Donc voilà, moi je fais plus référence finalement, même en partant d'une œuvre littéraire, je recycle entre guillemets plus mon parce que j'ai une culture, je pense, cinéphilique et cinématographique beaucoup plus importante que littéraire, et que je réfléchis parce que dès l'âge de 10 ans, j'ai vu énormément de films de toutes catégories confondues, et qu'à partir de là, mon cerveau se connecte directement à des souvenirs de cinéma, de films, de répliques, d'images, de personnages. Voilà, ce qui, pour des écrivains, doit être la littérature. Moi, c'est plus le cinéma. Alors vous avez utilisé le verbe recycler, ça me rappelle une célèbre... C'est pas très joli, mais oui, il y a un peu de ça. Quoi. Mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, ça, c'est un vieux souvenir. Et ça m'amène à vous, Audrey Fella. Justement, j'aimerais savoir quelles sont, j'allais dire, les figures totémiques qu'on retrouve dans la mystique et qui, au fil des années et des siècles, se sont retrouvées comme des éléments essentiels de la culture fantastique, que ce soit en littérature ou au cinéma. Quelles sont justement ces figures qui ont traversé les siècles et qui sont aujourd'hui transposées maintenant de manière assez fréquente dans la création? Des figures mystiques, c'est ça? Oui. Alors oui. De manière très synthétique, évidemment, pour qu'on fasse véritablement le lien. Alors, petit cours sur l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est ça. Tout ça. Voilà, c'est ça. Il faut reprendre toute l'histoire des religions. Non, je vais essayer de faire court. Je ne vois pas là comme ça, soudainement, j'ai travaillé sur beaucoup de figures mystiques, des hommes et des femmes, des saints, des saintes. Enfin, il y a différentes familles chez les femmes et hommes mystiques. Mais je dirais que
vraiment ce qui en ressort, c'est pas forcément un personnage, une personnalité, ou voilà. C'est peut-être, là j'ai envie de revenir vers les anges, c'est à ça que je pense, des figures comme ça qu'on peut retrouver dans une littérature religieuse, la Bible notamment, ou des écrits mystiques, et comment tous ces imaginaires finalement, puisque admettons qu'aujourd'hui ça soit une vision du monde, puisque nous avons pris du recul par rapport à la religion, aux religieux, proposent une vision du monde où finalement c'est des grands livres fantastiques. Vous ouvrez la Bible, on est en plein cœur du fantastique, c'est l'origine du fantastique. Donc je pense que c'est plus intéressant, voilà, il peut y avoir des figures qui ont été reprises, je ne sais pas si on a beaucoup... Oui, les anges, il y a les bonnes entités, je dirais les mauvaises entités, les anges font partie des bonnes, mais il y a aussi les anges déchus, et peut-être qui sont à l'origine du personnage de Nosferatu que j'ai juste au-dessus de moi. Voilà, donc on est toujours dans cette dualité bien-mal, et là où c'est intéressant, c'est quand le fantastique interroge ces figures, non pas de manière trop manichéenne, mais finalement comment montrer aussi leur humanité et montrer que ce sont nos démons, nos anges intérieurs, et nous rapprocher d'eux finalement, pour nous parler de nous-mêmes. Moi, je pensais à un élément en particulier, évidemment, qui est un personnage phare de toute la culture fantastique, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, c'est la sorcière, par exemple. Oui, bien sûr, oui. Après, ces entités-là, oui, la sorcière qui serait, comment dire, habitée par quelque chose de maléfique, en fait, qui est pleine de son ombre, voilà. Bon, après, la sorcière, c'est une figure large. Il y a les bonnes sorcières qui sont les fées, les mauvaises sorcières, jeteuses de sorts. Donc, on retrouve là, comment dire, des peurs de la femme ou une vision de la femme qui sera toujours la maman et la putain. Voilà, on est sur quelque chose de très manichéen, très duel. Voilà, pensant que la femme... donc la sorcière, en tous les cas, une des définitions, je ne me souviens pas de qui elle est, mais qu'au fond, c'est la femme qui regarde à l'intérieur d'elle-même. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que déjà, il y ait ce regard vers l'intérieur, ne plus se contenter toujours de ce regard extérieur, mais d'aller voir à l'intérieur ce que nous avons. Et quand on fait ce travail d'intériorité, la première chose qu'on rencontre avant de toucher ce mystère, ou ce dont je parlais tout à l'heure, qui peut se nommer par exemple la présence, le soi ou l'être, c'est bien de faire face à ses propres démons, les gardiens finalement du trésor, de la perle. Donc la sorcière, toutes ces figures qu'on va retrouver dans le fantastique, ou qui sont incarnées tant par des monstres, mais des figures aussi très humaines, comme cet archétype, et bien au fond, ce sont toutes nos peurs et tous nos désirs, et finalement ce n'est jamais toujours qu'une projection de qui nous sommes. Alors vous avez travaillé sur les anges, et ça vous fait un point commun avec Bernard Werber. Justement, vous aussi, vous avez œuvré sur ce domaine, me semble-t-il. Sur les anges? Oui. Il me semble bien. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait Éclatonote, qui parlait du fait que notre âme quitte notre corps. Et après, au bout d'un moment, parce que j'ai fréquenté des médiums, tout à l'heure Bernard parlait de faire sa doc. Moi, je fais ma doc avec des médiums qui me racontent leur quotidien. Et ça m'a inspiré notamment l'Empire des Anges, qui est issu d'une rencontre avec une médium qui s'appelle Monique Parent-Bacquan, qui est peut-être dans la salle toujours, parce qu'elle est morte, mais elle vient de temps en temps quand je fais des conférences. Je la salue. Monique, tout d'un coup, me raconte tout un système du monde invisible qui est extrêmement cohérent. Et moi, je me suis dit, j'en ai rien à faire que ce soit vrai ou faux. Je vois une chose, c'est que j'ai une matière première pour travailler. C'est-à-dire, justement, tu parlais tout à l'heure, Audrey, des sorcières. On a une vision bizarre, ésotérique. Là, tout d'un coup, j'avais du quotidien. J'avais, voilà comment je gère les amérantes, on va dire. Et au bout d'un moment, j'ai fini par déduire un écosystème de l'invisible, dans lequel, globalement, quand on meurt, on devient une amérante. Il y a une phase on peut rester là à faire du tourisme pour voir ce qui arrive à notre corps et comment les enfants gèrent l'héritage, tout ça. Puis au bout d'un moment, quand on en a marre, on monte vers ce qu'on appelle Near Death Experience, on monte vers un couloir de lumière, ce que j'appelle un état autonote. Et là, d'abord on fait un bilan, un audit de sa vie, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a pas plu, qu'est-ce qu'on a appris, qui c'est qu'on a aimé, quelles leçons, comment on a évolué, comment notre âme a évolué, et après, en fonction de ça, on choisit notre vie suivante pour essayer de faire mieux que la précédente. Donc ce système est repris par le bouddhisme, c'est repris par en fait pratiquement par toutes les mystiques et toutes les civilisations. Il n'y a pratiquement pas une civilisation où il n'y a pas l'idée qu'une fois qu'on meurt, juste on devient un tas de viande qui pourrit et qui est bouffée par les mouches. On a tout le temps, une fois qu'on meurt, il y a une entité qui sort de nous, l'âme,
Et à ce moment-là, cette entité va faire un voyage. Les premiers à décrire ça très bien, c'est les Sumériens, les seconds, les Égyptiens, et par la suite, tout à l'heure, on parlait des Indiens, tous les peuples, en gros, ont inventé un système d'invisible, ne serait-ce que pour vous dire, ok, vous mourrez, mais c'est pas si grave que ça, il y a une petite autre chose après. C'est-à-dire se donner un espoir de l'après-vie. Alors à partir de là, donc, j'ai fait les Thératenotes, j'ai fait l'Empire des Anges, mais si je devais décrire ma vision du système, les démons ou les anges, c'est juste des âmes errantes, si ce n'est qu'il y a des âmes errantes sympas, et des âmes errantes pas sympas. Comme dans la vraie vie, comme dans cette salle, il y a des gens sympas, des gens pas sympas. Pourquoi voulez-vous dans l'invisible que ce soit différent? Il y a des salauds, il y a des saints, des gens formidables dans l'invisible, et de temps en temps, ils nous aident ou ils nous font des crocs en jambes dans la mesure où ils ne peuvent pas agir sur la matière, mais ils peuvent agir par exemple sur les rêves. Alors moi dans mon système Empire des Anges, il y a 5 leviers pour une fois qu'on est une entité, donc on ne peut pas agir sur la matière. C'est les rêves, les intuitions, les médiums, les chats et les signes. Ouais, je crois que c'est les 5. Et globalement, vous verrez quand vous mourrez que vous serez une âme errante, c'est les 5 moyens que vous avez pour continuer d'agir un tout petit peu sur le réel. Et j'aime bien ce système, en tout cas enlever tout le côté superstition, peur, sorcière comme tu disais, tout le côté exorcisme. Ok, c'est juste un système parallèle dans lequel il y a des médiums qui sont capables de créer des ponts. Et après, les médiums, parfois, ils abusent de leur pouvoir et par moments, ils font vraiment du bien parce qu'ils vous reconnectent à un être cher, par exemple. Mais j'en ai écrit un autre livre qui s'appelle Depuis l'au-delà. Et dans Depuis l'au-delà, j'ai rencontré une autre médium, Anne Dufigo, qui m'a aussi bien instruite sur le quotidien. Et elle m'a dit, globalement, quand vous êtes médium, vous devez gérer les emmerdeurs vivants plus les emmerdeurs morts. Et ça devient un service de réclamation. C'est-à-dire, les vivants, ils sont là, pourquoi je ne peux pas parler à mon père, mon grand-père? Et les morts, ils disent, moi aussi, je voudrais parler à un truc. Et puis au bout d'un moment, il a dit, j'ai envie de dormir, et qu'on me foute la paix. Et c'est pour ça que, s'il y a des gens qui hésitent à être médium, je vous déconseille cette profession, cette activité, parce que vous ne serez jamais tranquille. Alors que nous, tant qu'on n'est pas médium, on peut en parler, on peut écrire des romans dessus, mais on n'est pas en permanence gêné. Mais fondamentalement, Bernard Werber, est-ce que lire un livre, voir un film, qui soit réaliste, fantastique, qu'importe, est-ce que ça ne relève pas aussi de l'expérience médiumnique d'une certaine façon? Ça dépend si le livre est bon. Ça dépend du sujet. Tout à l'heure, on parlait de la Bible. C'est vrai que la Bible, je comprends que ça ait pu enthousiasmer autant de gens. C'est du fantastique, hyper sympa. Mais il y a des incohérences. Tout à l'heure, tu parlais de seuil de vraisemblance. Je voudrais signaler une petite incohérence que j'ai vue. Enfin, si j'étais lecteur de la Bible, j'aurais corrigé. C'est Adam et Ève. Donc, c'est les 2 premiers humains. Ils ont 12 enfants, dont, si on me souvient bien, c'est Abel et Caïn. Voilà. Et Caïn a tué Abel, et Dieu dit c'est pas bien, puisque c'est comme ça, tu t'en vas. Donc c'est dans le début, hein, c'est la scène d'ouverture. Open title. Et là, dans la Bible, il écrit, il s'en va, et il va dans un autre village où il rencontre une femme. Elle vient d'où? Il y a un autre village où il y a d'autres gens. Donc il y a une incohérence de scénario. Si c'est les 2 premiers à 12, soit il se tape ses frères et sœurs, parce qu'après il commence à continuer. Soit s'il s'en va et qu'il va au bout du monde et qu'il rencontre un village où il y a d'autres gens, ça veut dire qu'il y avait une deuxième zone de lancement de l'être humain, avec soit un deuxième dieu, soit avec des cousins lointains qui sont apparus. Mais ça c'est une incohérence. Enfin, si je vois l'auteur, je vais faire une prochaine version, quelque chose où on résout ce problème de scénario. D'ailleurs, puisque je suis président du jury, long métrage. Ouais, le long métrage, je suis hyper attentif à ça. Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs, des incohérences de scénario? Et puis le seuil de vraisemblance, j'aime bien parce qu'en anglais on dit disbelief, là, comme on dit, le terme anglais, tu sais pas, la limite. Et en tout cas, ce seuil de vraisemblance, c'est ce qui fait qu'on est dedans ou qu'on se dit ah bon, c'est du n'importe quoi, c'est du délire, il y a des extraterrestres, il y a des vampires, tout ça. Mais plus on reste dans le vraisemblable, plus on va obtenir une émotion forte. Parce que les gens vont se dire bon sang, s'il le faut, ça existe vraiment. Je pense, je cite le 6e sens, le livre. Voilà.
Eh bien, ça a l'air assez surprenant puisqu'on parle des morts, mais je trouve qu'il respecte, par rapport aux règles qu'il pose, un seuil de ressemblance, et c'est pour ça qu'il y a un effet choc au moment où on découvre la clé du système. Alors, vous avez évoqué la Bible, donc on peut aller sur un aspect religieux et un aspect de croyance, fondamentalement. Est-ce que ça aussi, dans notre rapport aux œuvres, il n'y a quand même pas cette proximité de croyance crédible, par exemple, on reste sur la même forme, sur la même étymologie. Qu'est-ce qui fait, encore une fois, qu'on croit en ce qui est raconté par un cinéaste ou un écrivain? Bernard Meunier. Mais tu as déjà posé la question. Je la reformule de manière différente. La scène en fait, pas sur la scène, ce qui fait qu'une œuvre, ce qui n'est pas la même chose. C'est un peu je vais te faire la même réponse, la même question, même réponse, plus ou moins. Ce qu'on vient de parler, la suspension de crédibilité, la documentation. Ouais, c'est ça, tu as raison, exact. Ouais, mais si tu veux parler anglais, on parle anglais. Ouais, mais suspension de la crédibilité. Mais en fait, ce qui fait que. C'est une question qui est assez délicate parce que quand on écrit moi, je suis un écrivain du réel, je suis un écrivain réaliste. Je ne suis pas un écrivain fantastique en réalité. D'ailleurs, je me demande ce que je fous là, moi. Je suis pas. Surtout quand j'entends parler d'anges, de machin, là je suis perdu. Je me déclare incompétent. Je ne peux pas parler sur ces sujets, je ne les connais pas. Mais ce qui fait que moi, en tant qu'écrivain réaliste, bien entendu, j'ai un devoir, moi je me sens une responsabilité déjà. J'ai la responsabilité de raconter à mes lecteurs quelque chose que je connais, de savoir de quoi je parle. Et ça, c'est vachement important. Et c'est pas toujours le cas. Certains auteurs, des fois, moi je connais des auteurs par exemple qui décrivent des pays où ils n'ont pas mis un orteil, et qui peuvent décrire plusieurs bouquins qui se passent dans un pays qu'ils ne connaissent pas en réalité. J'essaie d'aller sur place, j'essaie de rencontrer Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre. Je considère qu'on ne doit jamais cesser d'apprendre. Sinon, on est mort. Et en fait, je pourrais parler de choses que je connais déjà. J'ai été pendant 25 ans dans les douanes, comme tu le sais. Je pourrais faire un roman avec des douaniers. Non, je n'ai pas trop envie. Je préfère découvrir des choses nouvelles, je préfère apprendre des choses nouvelles. Et donc, je cherche des thèmes comme ça. Le cinéma d'horreur dans le dernier dans la nuit, c'est parce que je n'étais pas forcément un spécialiste, mais je le suis devenu. J'en ai visionné plus de 200 pour écrire ce roman Un œil dans la nuit. J'ai appris comment ça fonctionnait, j'ai appris les codes du genre, et j'ai créé ce personnage de Morbus Delacroix, qui est réalisateur de films d'horreur, qui tourne 5 films cultes, et puis qui, du jour au lendemain, s'arrête de tourner et va se reclure dans les montagnes. Et je fais ça à chaque fois. Quand j'ai écrit avec Lucia Guerrero, mon nouveau personnage, l'Espagne, c'est un pays que je connais bien, presque aussi bien que la France. C'est aussi pour ça que je me suis senti légitime pour en parler, que c'est quand même dangereux d'aller situer une héroïne dans un pays parce qu'il y a ses usages, et ça, d'ailleurs, c'est un peu un miroir que je tendais à la France, parce que l'Espagne a beaucoup de points communs, et dans ses difficultés aussi avec la France, mais je suis parti là-bas, j'ai rencontré les gens de la Guardia Civile, là j'étais en Galice pour le prochain, donc mais j'allais chez les gens, je ne fais pas du tourisme, j'ai écrit un roman qui se passe à Hong Kong, c'est la même chose. Et quand tu lis, toi qui es un grand lecteur de polar, quand tu lis Les 9 dragons de Michael Conley, qui est un auteur américain que j'adore, qui connaît parfaitement Los Angeles, il a été journaliste avant d'être... mais quand tu lis Les 9 dragons de Michael Conley, tu t'aperçois qu'il a passé 24 heures sur place, quoi. Puis qu'il a été le Pic, il a visité le Pic, ça se passe à Chucking Mansion, c'est comme un polar qui se passerait au Louvre, à l'Arc de Triomphe, tu vois, un polar américain qui se passerait au Louvre ou dans des lieux comme ça. Non, en fait, ça existe, ça s'appelle David Chicotte, mais bon, c'est autre chose. Mais moi, je suis allé à Hong Kong et j'ai été vraiment dans les endroits où les touristes ne vont pas. Et la nuit, le jour. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote concernant vos anges et vos âmes errantes et tout ça. Quand j'étais en Galice, un de nos chauffeurs était profondément mystique. Il s'appelait Kiko. C'était aussi un chauffeur de narcos. Il y a beaucoup de narcos en Galice, il faut savoir. Il y a toute la drogue qui arrive à travers l'Atlantique depuis le Mexique et la Colombie. Donc il y a beaucoup de clans de narcotrafiquants. Alors quand il ne me conduisait pas, il conduisait des narcotrafiquants. C'est pas grave. Il avait du temps libre. Et donc Kiko m'explique qu'un jour, il apprend par quelqu'un qu'une vieille dame vient de décéder. Et là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont croyants. Il y a des croyances que j'utilise dans le prochain roman, d'ailleurs, qui s'appelle quelque chose qui s'appelle El Aire, l'air. Quand on est à El Aire, on est plombé, on se sent pas bien, on a des idées noires, on n'a plus envie de rien.
Et comme existe l'air, existe des femmes en général qui vous quittent l'air, qui vous l'enlèvent. Et que les gens visitent en secret ou pas pour qu'on enlève l'air. Bref, Kiko est un mystique, enfin, voilà, je ne sais pas comment l'appeler, enfin, moi j'appelle ça comme ça. Et Kiko me raconte qu'un jour il apprend qu'une vieille dame vient de décéder. Et lui, il est angoissé par cette question de la vie après la mort, des âmes, etc. Donc il a entendu parler qu'on pouvait voir l'âme s'élever au-dessus du corps, voir au-dessus de la maison d'un mort, et sous forme de fumée, de vapeur, on ne sait pas trop de quoi. Donc il apprend que cette vieille dame vient de décéder, ça c'est authentique, hein, c'est pas vraiment, j'ai rien inventé. Et il descend avec sa voiture, il se gare sur la place, une petite place entourée d'arbres, et il y a une chapelle, lui il est garé là, et là il y a un passage qui mène à la maison de la dame décédée. Et là il est dans sa voiture, il fait nuit, il est pas loin de minuit, et il attend de voir l'âme s'élever, il espère. Parce qu'il espère justement ce que tu dis, l'espoir d'avoir quelque chose après la mort. Et là, tout d'un coup, il voit cette âme. Il voit qui remonte le passage, une espèce de vapeur, de fumée, quelque chose de assez flou qui ondule, et puis qui ensuite passe à travers la place et se dirige vers la chapelle. Et là, Kiko, il balise parce que Kiko, il a fait des choses très, très moches dans sa vie. C'est un sacré personnage, hein, je te dis pas. Il fallait avoir le moral pour aller la nuit dans des endroits glauques avec lui, quoi. Il fallait être vraiment motivé. J'avais vraiment envie d'écrire mon roman. J'ose imaginer ce que c'est. Et donc il se dit, oh, elle va vers la chapelle, donc ça existe. Moi, je vais aller en enfer, puisque là, l'homme se dit. Et puis il se dit, et puis tout d'un coup, au départ, il y a juste une vapeur comme ça qui se déplace, et puis tout d'un coup, il y a de la vapeur partout. Et là, Kiko, il se rend compte que c'est en fait la fumée de son joint qui a rempli l'habitacle. Voilà. C'était la chute, tout simplement. Voilà. Cela dit, tu parles de vapeur, tout ça. Il y a une expérience qui a été faite. C'est un livre de André Mauroy sur le peseur d'âme. Et c'est une expérience qui a réellement été faite. On a mis un cadavre sur une balance et on s'est aperçu qu'il y a un moment de la mort où on perd 21 grammes. Et pour l'instant, il n'y a pas d'explication. Ça donne un film d'ailleurs. Oui, c'est un très beau film de Iñárritu, qui est un formidable cinéaste d'ailleurs. Et le mystère des 21 grammes peut peut-être expliquer la petite fumée en dehors de la marijuana que fumait Kiko. Ah, ces détails, bref. En tous les cas, je m'adresse aux deux romanciers ici présents. Le lecteur de thriller, de roman d'anticipation, quel qu'il soit en tout cas, et aussi potentiellement un spectateur non seulement de cinéma, mais aussi de séries télévisées, évidemment. Est-ce que vous-même, dans votre manière de raconter une histoire, de construire une narration, vous prenez en compte le fait que celui qui va se plonger dans vos histoires est aussi habitué à ces techniques, à ces modes de narration? Bernard Meunier, allez en premier. Ouais. Ah non, en fait, j'en tiens pas. Pas du tout. Non, je ne pense pas à l'adaptation qui va en être faite, parce que j'ai la prétention, enfin je dis ça, mais c'est pas vrai, mes histoires sont en général assez compliquées, assez complexes. Mes romans il y a beaucoup de choses qui se passent dedans, il y a une grande richesse d'informations, et je pense que c'est pas évident à adapter. Et si je voulais vraiment faire quelque chose qui soit facilement adaptable, j'écrirais autre chose. Je pense par exemple à un immense écrivain qui est Jean-Christophe Granger. Ses romans ont été beaucoup adaptés alors qu'ils sont quasiment inadaptables. C'est très compliqué d'adapter un roman. Et là, ça a rarement été une réussite. Parce que c'est vraiment un écrivain, un auteur avant d'être un scénariste. Justement, lui, il y a tellement de richesse dans sa langue, dans sa proposition littéraire, que c'est très compliqué à adapter. Moi, j'admire énormément un écrivain norvégien qui s'appelle Jo Nesbø. Nesbø, c'est une telle richesse. Ils ont essayé d'adapter Le Bonhomme de Neige, c'était une catastrophe absolue. Donc, je pense qu'il y a des romans qui sont facilement adaptables et d'autres qui le sont beaucoup moins. J'ai la chance d'avoir été adapté une fois en série, c'était avec Glacé. Je ne suis pas personnellement très content du résultat. Moi, il est ce qu'il est, mais je n'y ai pas participé du tout. Là, on vient de signer pour une adaptation de Lucia, justement, avec un très grand producteur espagnol qui est Nostromo Pictures. Et là, je suis un peu plus optimiste parce que celui qui devrait être le showrunner, le scénariste, alors je ne devrais pas le dire parce que c'est encore confidentiel, il s'appelle Matteo Ril, c'est un immense scénariste espagnol, il a eu 3 Goya du meilleur scénario, c'est les Cabriolas de César chez nous, c'est quelqu'un qui a fait le scénario de Mar Adentro, de Abre los ojos, Ouvre les yeux, et de Thésis et les autres avec Nicole Kidman. Donc c'est un formidable scénariste. J'espère que... Mais bon, il y a du boulot. Hein. Après, celui-ci est peut-être un de mes romans les plus facilement adaptables. Mais... non, j'y pense pas. Quand j'écris, je me pose pas la question de savoir... tiens, ça fait un bon film.
plus on le sait depuis quelques jours, Lucia revient début avril en librairie. Et aussi. Voilà. Oui. Petit passage promotionnel, voilà. Merci Baptiste. Bernard, est-ce que vous prenez en compte justement cette habitude d'un certain rythme, de certaines techniques, façon de raconter une histoire issue des séries télé, au cœur même aujourd'hui de vos romans? Alors, je consomme énormément de séries télé, notamment parce que j'ai un petit problème cardiaque qui me force à regarder une série télé par jour, et en faisant du sport, en fait, cardio-training. Et cardio-training, si vous ne regardez pas de séries, c'est un peu ennuyeux. Donc ma survie tient au fait que je regarde des séries, et je trouve que c'est l'endroit où on invente de nouvelles techniques de narration. Moi je suis très attentif à comment raconter une histoire d'une manière différente. Donc je suis nourri des systèmes télévisés. Le mot télévision ne me convient pas. Des séries, parce qu'à un moment les séries télévision ils étaient un peu plates. Maintenant il y a la créativité, je pense après à Breaking Bad, et je pense à Game of Thrones, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des super scénarios, il y a un travail qui est fait, qui est un peu plus audacieux que ce qu'on peut voir dans le cinéma, ou qu'on peut voir dans les anciennes séries télé, tout simplement parce qu'il y a un public plus large et plus exigeant. Et donc je regarde ça, ça me nourrit. Je pense notamment, il y avait une idée que j'avais depuis longtemps, qui était de tirer la survie de mes personnages au dé. Comme ça, personne ne peut savoir lequel va survivre, lequel va mourir. Et quand j'ai vu Game of Thrones, je me suis dit, il a pris le même système. C'est-à-dire, je vous donne la clé. Pour moi, c'est évident quand je vois Game of Thrones. Mais j'ai vu une interview de J.R.R. Martin. Il dit, dans la vraie vie, on ne sait pas qui va mourir et qui va survivre. Et on part du principe, quand on regarde un film, une série, c'est que le héros va survivre. Donc, du coup, si on ne le fait pas survivre, les gens se disent, ah, c'est comme dans la vraie vie. Et là, je trouve qu'il y a une vraie trouvaille. Mais j'étais en train de tourner autour de ça, je n'ai pas franchi le pas, lui, il l'a franchi, et je me suis dit, voilà, on est dans le même questionnement, c'est comment raconter une histoire qui vous prenne. Et dans Game of Thrones, je vous spoil complètement, le héros mourant dès la première saison, on se dit, waouh, c'est comme si vous regardez un album de Tintin, Tintin meurt, c'est pris une balle qui passait par là, pas de chance, et Capitaine Haddock, lui aussi, il va pas bien, il va rester handicapé toute sa vie. Bon, là, vous dites, ok, ça va être quoi le prochain album de Tintin? Et ben, c'est comme s'il avait cassé cette règle qui est le héros gentil, charismatique quand même, eh ben, il va crever. Et non seulement ça, le méchant il est bête et maladroit, mais il a du pot, il a de la chance, et par les hasards, c'est lui qui va s'en tirer, et l'autre qui mériterait vraiment de vivre, ben, il va mourir. Parce que dans la vraie vie, il faut regarder les actualités, c'est pas forcément les gentils qui gagnent, c'est pas forcément les courageux qui survivent, c'est un système aléatoire. Et peut-être que, pour prendre la formule d'Einstein, Dieu joue au dé, comme J.R.R. Martin avec nous, ce qui explique qu'on se dise, tiens, tout d'un coup, il y a une série qui est en train de nous expliquer un truc fondamental du monde. Donc moi, je m'inspire des séries pour écrire, et quand j'écris, je me dis, tiens, il faut que si ça donne une série un jour, et je pense pas que je vois ça de mon vivant, contrairement à Bernard, les gens puissent se dire, waouh, je ne l'ai pas vu venir. Voilà. Et la première politesse, moi, je considère mon métier, c'est raconteur d'histoire. C'est pas romancier ou scénariste. Et la première politesse, c'est surprendre. Et nous partageons, je pense, ça même avec Jean-Paul, c'est comment faire pour que le spectateur ou le lecteur qui est en train de s'endormir, et j'ai repéré quelques personnes qui dormaient dans la salle aussi. Hein. Oui, celui qui se gratte. Et donc, notre objectif, non, je ne vais pas le dénoncer, ça me gênerait. Les nuits jéromoises étant ce qu'elles sont, il est pardonnable. Non, mais alors attends, je vais vous dire, quand je fais une conférence, je repère celui qui dort, et je me dis, mais non, l'objectif, c'est sans hausser la voix, arriver malgré tout à faire qu'il ouvre un œil. Et c'est ce qui fait une conférence sympa, c'est quand on se fixe un objectif. Donc en tout cas, moi je me dis tout le temps, tiens, peut-être mon lecteur a autre chose à faire que lire mon bouquin, il faut tout le temps que je le surprenne, il faut tout le temps que je relance. Et c'est cet art qu'on partage avec Bernard, c'est la relance, la surprise, et faire que le lecteur ne prévoit pas la scène suivante. A fortiori, que le lecteur ne prévoit pas la fin. Et moi, je suis très attentif aux fins, et je trouve qu'on devrait faire un tribunal des fins de romans réussis. Tout à l'heure, Bernard évoquait notre camarade Granger qui, bon, en effet, sur les fins, par moments, a des petits
comment dire, ce que tu as dit. Non, j'ai jamais parlé des femmes. Mais bon, il y a des auteurs qui arrivent, qui créent une. Non, il y a des auteurs pas répétés. Non, il y a des auteurs qui créent une ambiance superbe et qui créent tout un système qui fonctionne parfaitement. Et puis à la fin, on les attend. On se dit, ok, tout ça, ça nous amène où? Pareil pour les films d'ailleurs. Je me dis, ok, maintenant j'attends l'effet waouh final et on va voir est-ce que le contrat est réglé. Voilà, je vois que tu regardes ta montre. Donc... Non, je fais juste attention. Mais quelque part, c'est un tour de magie, un roman. Et le tour de magie, ça consiste à faire sortir au final un lapin du chapeau. Et si on retourne le chapeau et qu'il n'y a pas de lapin, je considère que le scénariste ou l'écrivain ou le réalisateur n'a pas fait son job. En fin de compte, Jean-Paul Salomé, vous, comme vous avez travaillé sur cette matière initiale qui était le grand roman feuilleton d'antan, à travers Belphégor et Arsène Lupin, est-ce que fondamentalement, les scénaristes de séries télé aujourd'hui, qu'elles soient dans un mode réaliste ou fantastique, est-ce qu'elles ne font que réadapter ces règles de narration qui existaient déjà au XIXe siècle? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui diffèrent? Oh bah, je pense que oui, il y a des choses qui sont différentes. Après, il y a la seule évidence, c'est qu'ils ont la durée, comme avait le feuilletoniste. Une série, c'est très différent du cinéma. D'abord parce que l'attention n'est pas la même. On regarde une série chez soi, on regarde un épisode. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'au début, il y avait cette diffusion où toute la série arrivait en même temps sur la chaîne. Et là, les diffuseurs font marche arrière. Ils délivrent les épisodes au compte-gouttes. Ils en donnent 1, 2 par semaine, pas plus. Alors qu'avant, on pouvait voir tout de suite. Mais donc, la différence, elle est évidemment sur la durée, parce que les séries se permettent des fois des digressions, d'approfondir un personnage, partir dans une histoire parallèle pendant un épisode, même abandonner le personnage principal et rester avec un personnage secondaire pendant un épisode. Le cinéma, c'est pas du tout ça. Le cinéma, c'est autre chose. C'est dans une salle, avec du public, quand tout marche bien. Mais le public joue un rôle actif, ce qui ne joue pas, je pense. La communion du public n'a aucun rapport avec une série. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est différent. Je ne dis pas que c'est moins bien ou que c'est pas bien. C'est pas ça. Mais donc, oui, peut-être qu'il y a ces ponts qui se font avec ce qu'étaient les grands feuilletonistes de l'époque. Ou des écrivains, ou des romans comme Les Trois Mousquetaires, ou Alexandre Dumas, ou toutes ces choses-là, qui étaient aussi des grands écrivains de feuilleton. Et Alexandre Dumas aurait créé des séries formidables, certainement. Mais c'est très, très différent. Moi, je ne m'inspire pas de ça parce que c'est autre chose. Je pense que le cinéma, même quand c'est un film de 3 heures, n'a rien à voir avec une série. Un film de 3 heures n'est jamais l'équivalent de 3 épisodes d'1 heure d'une série. C'est pas du tout pareil. La durée du cinéma est autre chose. Audrey Fella, justement, pour revenir toujours dans cette perspective historique, en quoi le domaine de la spiritualité, on considère comme très théorique, très proche j'allais dire, du domaine des idées, et en fin de compte, fondamentalement lié à des histoires, à des narrations? Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que le spirituel soit relié à quelque chose de théorique. C'est souvent ce qu'on dit pour ça. Oui, parce que on peut penser à des croyances. Mais pour moi, les croyances sont mentales. Pour moi, le spirituel, c'est vraiment une expérience. C'est une expérience du corps, c'est une expérience des émotions. Et comment je pourrais dire ça vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Pourquoi la spiritualité est une affaire d'histoire à raconter? Je vais un peu me répéter par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire que ces expériences-là qui peuvent nous conduire à l'intérieur de nous et à visiter et à rencontrer nos propres démons, nos propres sorcières, fées intérieures, anges, en tout cas nos peurs, nos désirs, ces parts plus lumineuses ou simplement noires, vont donner... c'est tout le travail de l'imagination. On va créer dans notre imagination des histoires, des représentations de ces peurs, de ces désirs. Et à ce moment-là, on peut les utiliser comme des personnages de romans, de films, créer une esthétique autour et raconter quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit à ce moment-là à quel point l'imagination peut, comment dire, sans limite,
Et finalement, peut-être que toute création est de l'ordre du fantastique, même cette écriture du réel. Depuis que je vous écoute, que je t'écoute, Bernard, tout à l'heure, tu parles de tes livres, et finalement, je me dis, mais au fond, tu recrées toujours un monde, même si c'est très documenté, mais au fond, il y a de commun avec le fantastique ce travail de ton imaginaire, où tu recrées un monde, tu recrées ton Espagne à toi, ce pays-là, et des personnages bien réels, et pour autant, on est encore dans ce monde-là. Donc voilà, je pense que le lien, c'est cet imaginaire. Le spirituel, pour moi, c'est vraiment cette idée de faire cette expérience de la profondeur et de donner du sens. Voilà, donc je trouve que, personnellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ces histoires nous permettent d'approfondir une connaissance de nous-mêmes, une connaissance de l'autre et une connaissance du monde. Alors, s'il y a bien un écrivain qui a fait le lien entre ce qui pourrait relever de quelque chose de très abstrait et du concret, et qui a été maintes fois adapté au cinéma, justement, c'est celui sans doute qui symbolise le mieux les liens entre la littérature fantastique et le cinéma fantastique, c'est bien Stephen King. Alors justement, à votre avis, qu'est-ce qui fait que Stephen King a été si souvent adapté et à ce point marqué nombre de créateurs littéraires ou cinématographiques? Alors Stephen King, précisément, alors je vais un peu me désolidariser de mes voisins. Stephen King, pour moi, c'est un écrivain du réel. C'est un écrivain réaliste. Parce que tu enlèves la part de fantastique dans les romans de Stephen King. Stephen King, c'est le Balzac américain. Je l'ai dit plus d'une fois. Il écrit toutes les couches sociales. Alors, il a une œuvre immense, plus de 200 nouvelles, je ne sais pas combien de romans, des dizaines. Et il décrit toutes les couches sociales. Ça se passe toujours dans le même petit coin du Maine. Mais il décrit... Voilà, le début de Sac d'os, c'est une femme qui meurt d'une crise cardiaque en plein soleil sur un parking d'une pharmacie et qui vient de récupérer à l'insu de son mari un test de grossesse. On ne peut pas faire plus concret, quoi. Et tous les romans de Stephen King sont extrêmement concrets. C'est une écriture du réel. Et souvent, je reviens à ce que j'ai dit au tout début, le fantastique, pour moi, se situe toujours par rapport au réel. Et pour parler du cinéma lui-même, du cinéma fantastique, il y a une époque charnière, c'est les années 60. Et cette époque charnière où on passe dans une espèce de fantastique moderne qui est aussi vrai en littérature, c'est ce qu'on appelle la révolution du hors-champ. C'est-à-dire qu'avant, le hors-champ servait invariablement à la même chose. Il y avait le même dispositif hors-champ qui fonctionnait. Le hors-champ, c'était un peu l'antichambre du champ. Le hors-champ, c'est ce qui est en dehors de l'écran. Ce qui est tout autour de l'écran, qu'on ne voit pas, mais qui fait partie de l'univers du film, mais qui est autour de l'écran qu'on ne voit pas. C'était aussi le réservoir à fantasmes. Quand le personnage regardait quelque chose qu'on ne voyait pas, ou un monstre, mais le monstre finissait par apparaître. À partir des années 60 et d'une poignée de films, dont La Nuit des Morts Vivants, où le zombie vient du fond du plan, et déjà là, le zombie ne vient plus du hors-champ, mais il est déjà dans le plan. Et ça signifie quoi? Ça signifie que la menace est plus exogène, elle est endogène. Ça signifie que l'étrangeté, le fantastique, est dans le réel. Et c'est aussi vrai chez Stephen King. Avant, on avait des Dracula, des vampires avec des capes, des maisons hantées, les romans fantastiques traditionnels, depuis Théophile Gautier, Prosper Mérimée, etc., jusqu'aux années 50 à peu près. Et puis tout d'un coup, avec tout un fantastique moderne s'installe, Clive Barker, Stephen King, Dan Simmons, où vraiment c'est très concret, c'est la vie quotidienne des gens. Le fantastique est là, mais en même temps, quand on lit différentes saisons dont tu parlais, Bernard, une notamment, qui est un recueil absolument merveilleux, Stand By Me est devenu un film, mais au départ c'est une nouvelle qui s'appelle Le Corps. C'est la vie des adolescents qui écoutent la radio, qui l'été sont avec leur bicyclette, où ils mettent moi j'ai connu ça, alors maintenant aujourd'hui ça ne doit plus exister, bon, on mettait des cartons sur les rayons des roues de bicyclette, tu sais, pour que ça fasse un bruit, et ça, on voit ça dans Stephen King. Les émotions adolescentes que décrit Stephen King, ce sont les nôtres. Donc le fantastique est là comme reflet du réel, comme pour mettre en relief le réel. Et quand il parle dans Sac d'os, qui est un livre merveilleux sur l'amour, sur la sexualité, aussi sur l'éveil des sens, il se sert du fantôme de son épouse défunte, etc., pour en fait parler de la réalité. Alors c'était quoi la question déjà? Pourquoi King a à ce point été adapté voilà, il a à ce point marqué nombre de je pense que c'est à cause de ça. En fait, pour moi, c'est un écrivain du réel qui, paradoxalement. Alors, vous qui avez publié en France chez l'éditeur de Stephen King, Albin Michel. Alors,
Tout d'abord, King, c'est un maître, c'est vraiment le type qui sait tout faire, et je suis un fan, en effet, comme disait Bernard. Mais il y a un roman qui me semble précisément l'illustration pure de la suspension et la vraisemblance, c'est Le Fléau. Certains ont peut-être lu ça, Le Fléau. Le Fléau, Stephen King, 20 ans avant le Covid, raconte le Covid, et c'est génial. Ça démarre, c'est dans un laboratoire, quelqu'un qui s'est fait infecter sort et finalement il transmet ça à tout le monde. Donc on a un super méchant, c'est le virus, et le virus détruit progressivement toute l'humanité et il y a un petit groupe de survivants. Et là, le livre est très gros. Et là, on arrive au milieu, il n'y a plus beaucoup de survivants, alors, il consomme énormément de personnages qui meurent, tout le monde meurt, sauf un petit groupe. Et là, arrive le diable. Et là, cette suspension de disbelief, c'est-à-dire que le diable arrive et il continue de tuer plus de gens. Mais du coup, le diable rentre en concurrence avec le virus. Et à ce moment-là, on a deux méchants, une histoire bascule complètement dans l'irrationnel et le mystique. Et moi, je me dis, il devrait y avoir un éditeur qui va lui dire « Attends, ton bouquin, il est parfait, touche à rien, rajoute pas un méchant. » Alors, pareil, le diable et une sainte, et ça devient un combat parmi les survivants, il y en a un qui tient avec le diable, et d'autres qui tiennent avec la sainte. Et pour moi, c'est une erreur. Autre livre dans lequel Stephen King, parce que c'est vrai que c'est une référence absolue, c'est ça, superbe maîtrise sur le concept, ça, c'est ce qui fait peur aux enfants, et ce qui fait peur à tout le monde. Donc on avance, encore un livre de 1300 pages, et au final on dit, ok, c'est quoi ça? Et au final c'est une grosse araignée qui vit dans les égouts. Je dis, quoi? Tout ça pour ça? C'est qu'à le dire. Et c'est juste, pareil, il doit y avoir un éditeur. Et Stephen King, dans l'écriture, explique pourquoi il se tombe sur des fins comme ça, qui au final, sont un peu décevantes. Il dit, je ne fais pas de plan. Il ne fait pas de plan, donc il avance, une scène entraîne une autre scène. Il a une telle maîtrise, comme disait Bernard, à la Balzac, il connaît, parce qu'il vit au contact du peuple, c'est un type, c'est pas du tout prétentieux, il a son groupe de rock. Et au final, il est tellement bon dans les dialogues, dans les personnages, qu'il se dit, bon, j'ai pas besoin de faire un plan. Et vu qu'il n'arrive pas à faire le plan, il se plante au final. Alors, il faut dire que Stephen King a donné la réponse à la question lui-même, ce que vient de souligner Bernard, c'est tout à fait vrai, que ça finit, tu te dis, mais tout ça pour ça, où il veut, où est-ce qu'il nous amène, où là, il n'aurait pas dû aller par là. En fait, Stephen King, il a dit lui-même, moi, l'intrigue, je m'en fous. C'est vrai, il le dit dans l'écriture, il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la narration, la description, les dialogues, et un jour, on dit, mais l'intrigue, vous la mettez où? Nulle part, m'en tape. Donc, voilà, on a la réponse. En effet. Bon, c'est pas vrai, parce que des fois, il arrive à faire des super intrigues, des super finales. Oui, parce qu'il fait de l'autodérision. Pas Misery, ça termine très bien. C'est justement, c'est parce qu'on sait qu'il peut le faire, puis on se dit, merde, pourquoi il le fait pas? C'est ça, ouais. Ah bah, oui, bien sûr. D'ailleurs, Misery, il y a très peu de fantastique dedans. Jean-Paul Salomé, bon, vous nous avez certes dit tout à l'heure que vous n'aviez lu qu'une toute petite poignée de livres. Allez, vous avez quand même déjà lu un King. Eh bien non. C'est pas Non, mais d'ailleurs j'ai eu très envie récemment parce que j'ai entendu une émission, je crois que c'était sur France Culture ou France Inter, qui parlait de Shining et de l'adaptation, et que l'adaptation de King, que King avait détesté l'adaptation qu'a faite Stanley Kubrick. Alors je crois que le film comme le livre sont deux chefs-d'œuvre, donc ça m'a donné très très envie de lire le roman initial pour voir comment aussi c'était, voilà, comment adapter Kubrick pour faire ce chef-d'œuvre du fantastique et de l'horreur, et en partant d'un chef-d'œuvre mais en faisant un autre. Voilà, j'ai trouvé la démarche intellectuelle assez amusante. Je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais ça m'a donné très envie de le lire. Audrey Feller, vous, King, est-ce que c'est votre canon, comme on dit? Est-ce que c'est un univers qui vous parle par rapport à tout ce que vous connaissez dans votre domaine spirituel? Oui, mais sans partir sur le domaine spirituel, mais c'est vrai que je rejoins ce que disait tout à l'heure Bernard Minier. C'est-à-dire que King, c'est vraiment cet auteur du réel qui commence, enfin, c'est comme s'il y avait une faille qui s'inscrivait dans le réel, et c'est vraiment l'étrangeté qui va commencer à donner toute une vision et une imagination d'une histoire sur les peurs, les projections, le virus qui peut nous attaquer, ou enfin tout un tas les peurs de nos enfances, etc. Donc c'est vrai qu'en ça, c'est assez génial de voir comment le fantastique, c'est cette représentation, notre propre écran mental de qui l'on est, de ce qu'on a à l'intérieur, et à la fois de manière individuelle, mais aussi collective. Hein.
avec l'idée du virus. Je voudrais revenir sur un film auquel je pense depuis tout à l'heure, c'est Premier Contact de Denis Villeneuve. Qui est une adaptation. Qui est une adaptation, voilà. Et qui utilise la figure de l'extraterrestre, dont on n'a pas encore parlé là pour le genre du fantastique. Et alors vraiment, je vous invite à aller voir ce film parce que c'est absolument génial. Donc je vous fais le petit pitch. Donc ce sont des équipes de scientifiques qui sont appelées, et de linguistes qui sont appelés pour constituer toute une sorte de stratégie pour approcher premier contact avec des extraterrestres qui arrivent dans des formes de vaisseaux sous forme de demi-lune. Enfin, l'esthétique pour le coup du film est très très beau et je le valorise parce qu'on parle beaucoup de romans, mais voilà, il a une esthétique Villeneuve qui est vraiment très belle, très épurée. Et donc tout le film raconte finalement cette appréhension de l'extraterrestre qui est l'autre pour les humains. Et donc, pardon, je vais un petit peu spoiler, mais pas trop, parce qu'il faut quand même voir le film et ça ne peut pas dévoiler tout. Mais au fond, les extraterrestres sont l'écran en permanence de ce que les humains, de cette communauté d'humains, ressent à l'intérieur. Donc, à un moment donné, eh bien, ils veulent leur faire la guerre parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent toujours pas, ils essaient de rentrer en contact à travers la création d'un langage commun et ils ne comprennent jamais pourquoi ils sont là. Donc ils veulent leur faire la guerre et il va y avoir des événements dans le film avec bien sûr une protagoniste féminine qui arrive à rentrer en contact avec eux et elle crée un langage et il lui renvoie, enfin il y a une sorte de mystère parce qu'on peut tout à fait ne pas comprendre le film, mais ce qu'elle va comprendre c'est qu'en fait les extraterrestres pensent que l'humanité n'est pas prête à entendre le message profondément mystérieux, mais quelque part spirituel, qu'ils ont à apporter, et à partir du moment où ils comprennent que les humains ne peuvent pas le recevoir, ils vont partir. Et la guerre est évitée. Donc je trouve, alors voilà, ça faisait le pont sur, on venait un petit peu, c'est cet aspect du spirituel, mais sous la forme du mystère, puisqu'il n'est pas question de spiritualité, encore que je trouve que Villeneuve joue beaucoup, parce que quand le langage est créé, il revient sur donc des dessins, des graphiques qu'on peut voir dans le film, qui sont vraiment des véritables calligraphies japonaises. On retrouve le symbole de l'Enso, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire le cercle parfait. Et donc tout est relié à ça. Donc, juste une petite remarque, ce n'est pas dans le texte. C'est-à-dire que c'est vraiment Villeneuve qui a ajouté cet élément. Et la nouvelle elle-même est pas terrible, et le film est extraordinaire. Donc c'est un cas d'adaptation vraiment très réussi. Voilà, et j'ai trouvé que j'avais envie d'en parler. Mais voilà, donc ça interroge sur le mystère, et finalement, toujours cette altérité qui nous renvoie profondément à nous. Mais en fait, le thème de l'autre, de la différence, de l'étranger, est un des thèmes évidemment centraux de la littérature et du cinéma fantastique. C'est vraiment un des thèmes pivots, un des plus grands thèmes de... Parce qu'au fond, le fantastique, ça parle de quoi? Ça parle de la différence aussi. Alors, on a discuté un petit peu, vous voyez, de manière très libre de ce sujet général, en débordant évidemment sur d'autres thèmes, mais qu'importe, l'exercice l'impose. Il nous reste une poignée de minutes pour que vous puissiez poser quelques questions à nos invités. Je sais que pour le premier, c'est toujours compliqué, mais qui se lance? N'hésitez pas, parce qu'après on sait que ça se précipite et on est content. Oui, tout au fond de la salle, nous vous apportons un micro. Voilà, hop. Nous vous écoutons. Pour les romanciers, vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que vous êtes enthousiaste, si on peut mettre votre film à l'écran, votre livre à l'écran, comme beaucoup de lecteurs, la plupart du temps trouvent quand même les films moins bien que les livres, et que parfois les films supplantent le livre, et après on en oublie le livre original qui était peut-être génial, alors qu'en fait le film lui-même n'est pas toujours génial. Est-ce que ça vous fait pas trop peur si on vous propose de mettre votre livre à l'écran? Il y a un exemple célèbre, c'est Boris Vian, qu'on a adapté, J'irai cracher sur vos tombes. Il est allé voir le film et quand la salle s'est rallumée, il était mort. Vous saviez cette histoire? Je crois qu'il n'était pas du tout content de l'adaptation. Bernard va témoigner, mais moi je considère que dès le moment où je vais être adapté, je vais être trahi, donc j'accepte cette idée. Après, quand je donne des indications, je dis juste que vous pouvez trahir les dialogues, tout, juste ne rajoutez pas de personnage et restez fidèle au message général.
C'est-à-dire, ne faites pas passer le message contraire au message que je voulais faire passer. Après, pour le reste, amusez-vous, créez sur la création. Après tout, l'adaptateur est en soi une sorte de créateur. Et il faut respecter ça. J'ai une amie, elle me disait, si on propose d'adapter un de tes romans, tu prends le chèque et surtout, tu vas jamais voir le film. Tu pars en vacances avec. Ouais, je suis un peu sur la même position. Effectivement, j'ai eu la chance d'être adapté avec Glacé, mon premier roman. Je ne suis pas un grand fan de la série. Good luck. Hein, pour les deux conditions que tu as données, si elles sont respectées, tu auras de la chance. Parce qu'en fait, moi, il y a eu un contresens dès le départ. Le personnage de Martin Servaz, qui est mon enquêteur fétiche, qu'on retrouve dans pas mal de mes romans. Au départ, j'ai voulu aller contre tous les clichés du flic alcoolique, du flic flingueur, du flic borderline. Et certains l'ont fait magnifiquement. J'adore le Harry Hole de Jonesbo ou le Harry Gauche de Conley, mais je voulais faire quelque chose de différent. Or, dans la série, au bout de 5 minutes, Charles Berling, qui joue le rôle, arrive au pied du téléphérique de la station électrique dans la montagne, dans les Pyrénées. Et la première chose qu'il fait, il est quand même 9h du matin, enfin je crois que c'est assez tôt dans la journée. La première chose qu'il fait, il sort une espèce de flasque de la boîte à gants dont on soupçonne que c'est pas de l'eau de Vichy qui est à l'intérieur. Donc là, je me suis dit, ok, c'est mal parti, quoi, c'est mal barré. Et je forme de grands espoirs pour l'adaptation de Lucia, parce que comme je l'ai dit, le showrunner, le scénariste est quelqu'un d'extraordinairement talentueux, c'est un des meilleurs en Espagne. Il a eu plein de prix. Donc j'espère que... Et je dois le rencontrer en plus, donc je vais un peu le conditionner, on va me le présenter bientôt, je vais un peu lui mettre la pression, qu'il ne s'écarte pas trop de... Mais bon, après on peut formuler tous les espoirs qu'on veut, aussi, je pense qu'au cinéma c'est la même chose, à la télé, en tout cas pour les séries, ils font absolument ce qu'ils veulent. Jean-Paul. Alors moi j'ai vécu une expérience assez amusante parce que j'ai adapté un livre avec l'auteur du livre, La Daronne, avec Anne Lorker. Et le grand jeu, c'était qu'Anne Lorker voulait toujours tout changer. Et je disais, mais Anne-Laure, là, tu as écrit un livre, quand même. Il y a des choses très bien dans ton livre, c'est pour ça que je veux le faire. Donc on ne va pas tout jeter à la poubelle et tout recommencer. C'est-à-dire, non, mais on peut faire mieux. Mais en fait, j'avais compris qu'elle avait écrit le roman assez récemment, que le roman avait été un succès et on l'a adapté très vite. Et en fait, elle était encore dans le procès de l'écriture, elle en avait marre, quoi. Elle voulait continuer à faire La Daronne, mais c'est comme si on retravaillait son brouillon et qu'elle voulait... Donc je passais mon temps à revenir au livre, c'était assez drôle, et au bout d'un moment, après on s'est très bien entendu, c'était très bien passé, mais elle ne cessait d'inventer des nouveaux trucs qui n'étaient pas forcément mieux d'ailleurs. Je lui disais, mais t'as mis un moment à travailler sur ton livre, c'est beaucoup de travail. Un scénario finalement, souvent, quand il y a un livre, on travaille plus vite que l'auteur qui a écrit le livre. Un scénario, ça s'écrit plus vite. Peut-être que c'est une erreur aussi, mais en tout cas, des fois, on l'écrit plus vite. Et là, je me disais, ça va être une facilité avec Anne-Laure. C'était pas si simple, en fait, à l'arrivée. Donc, elle était pour la trahison absolue. Mais après, je pense que le livre, par contre, le film tel qu'il est à l'arrivée, ne la trahit pas du tout. Elle était très contente quand elle a vu le film. Question, oui. Alors, le monsieur en bleu, tout d'abord. Vous êtes... Louis, moi, c'est pour réagir à la question juste avant. Est-ce que du coup la science-fiction a sa place à Gérardmer? On a su que Gattaca avait gagné le titre dans la fin des années 90. Donc, je ne sais pas si c'est une excellente question. Je me rappelle d'une phrase de Tsvetan Todorov, qui était un philosophe et qui disait qu'un genre se définit aussi par les gens qui lui sont voisins. Et ce qui est intéressant, c'est justement là où on arrive à la frontière entre deux genres. Alien, c'est entre l'horreur et la science-fiction. C'est à cheval sur les deux. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement la porosité entre les genres. J'aime pas les catégories, j'aime pas les cloisons. Je sais qu'on est au pays des cartes, on aime bien ranger dans les petites cases, y compris les auteurs de thrillers. Hein. J'en suis victime moi-même parfois. Mais moi, j'aime bien justement quand on circule d'un genre à l'autre. Il peut y avoir bien aller voir un film de science-fiction avec une part de fantastique, Alien, comme j'ai dit. Il y a plein d'exemples comme ça où moi je pense qu'un film de science-fiction peut avoir sa place à Gérardmer si c'est pas non plus de la pure science-fiction. Il faut qu'il y ait évidemment un élément fantastique là-dedans. Il y a eu des films de science-fiction, je pense à Cube, qui a remporté le Grand Prix du jury, qui est de science-fiction aussi, d'Alex Garland. Oui, c'est vrai.
Et quant à Bienvenue à Gattaca, j'étais juré sur ce prix-là et j'ai défendu ce film. Mais il y avait deux Américains qui ont dit quoi, vous n'allez pas filer le prix à un film américain. Les Américains envahissent tout avec leur cinéma protectionniste. Vous devez voter pour un film français. On a dit ouais, mais on trouve Bienvenue à Gattaca, c'est mieux. Non, rien à foutre, c'est hors de question. Vous devez pas voter pour un film américain. Les Américains ont plein d'argent, vous n'avez pas d'argent. Les Américains sont protectionnistes, ils ne prennent pas vos films, nous, et ils vous imposent leurs films. Donc, hors de question de voter pour eux. Et il a renversé le truc, et c'était un débat. Enfin, je ne sais pas quel débat je vais avoir cette année, mais en tout cas, c'était, comment on dit, pain in the ass. C'est une grande douleur, j'ai pas pu faire gagner Bienvenue à Gattaca. Dans le court-métrage, on n'a pas ce problème, puisque tous les courts-métrages sont français. Donc, tu vois, conscience tranquille. Dernière question, monsieur. Alors, moi j'ai une question assez vaste. C'est au sujet de comment on passe d'un roman à du coup un scénario. Vraiment, comment on l'adapte. C'est très large, hein, mais je suis curieux de savoir. Je dirais tout simplement, en tant que lecteur d'un roman, et vous êtes touché par des éléments et vous essayez de les restituer à l'écran. Je dirais, ça paraît un peu schématique, mais c'est ça quand même. C'est des fois des scènes, c'est des fois des dialogues, c'est des fois un personnage, et vous vous arrangez pour synthétiser dans le temps de projection d'un film, qui est entre 1h30 et 3h au maximum, de retrouver les sensations que vous avez eues à la lecture. Moi, en tout cas, les fois où j'ai adapté des romans, c'était ça, quoi. C'était retrouver qu'est-ce que j'ai aimé en lisant La Daronne, qu'est-ce que j'ai aimé en lisant La Comtesse de Cagliostro, quelles sont les choses qui me sont restées en tête une semaine, 15 jours après avoir lu ces livres, et qu'est-ce que j'ai eu envie de faire partager aux spectateurs. Des sensations, en fait, des personnages, un dialogue, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et après, en tant que cinéaste, vous êtes obligé, alors que le romancier n'a pas cette contrainte, de faire entrer tout ça dans une contrainte de temps et aussi d'argent pour raconter cette histoire. Voilà. Et à partir de là, les ennuis commencent. Tout est dit, vaste question, celle du financement. Bref, en tous les cas, merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour cette rencontre et à nos invités. Passez une très bonne fin de soirée ici et puis dans le festival. Merci à tous.